Bonjour à tous, à ceux qui viennent de se connecter. On a le plaisir d'être avec vous aujourd'hui pendant 1 heure pour parler de cybersécurité, notamment dans le cadre des Jeux Olympiques Paris 2024 qui vont se dérouler cet été. Euh, on a le plaisir aujourd'hui d'avoir autour de notre table plusieurs experts pour parler de cybersécurité dans ce contexte-là. Nous avons tout d'abord Nicolas Berthier, qui est commercial secteur public chez F5. Bonjour Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons ensuite Xavier Poinsignon, qui est responsable offre et solutions en cybersécurité chez STCR Business. Bonjour Xavier. Bonjour Guilhem et bonjour à tous. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous parler pendant 45 minutes, 1 heure. Après, il y aura une session de questions-réponses, de vous parler des Jeux Olympiques Paris 2024, en quoi ils vont vraiment mettre un gros coup de projecteur sur la France et en quoi, du coup, toutes les entités publiques un peu flaguées avec le drapeau français vont devenir la cible, en tout cas les cibles privilégiées des cyberattaquants. Donc c'est vraiment ça, c'est que vous compreniez en quoi ça va être extrêmement important, parce que le nombre d'attaques va avoir une grosse recrudescence des attaques, et surtout comment s'en protéger finalement, et notamment au travers des solutions S5. Donc au sommaire de ce webinaire, on va déjà vous faire un petit contexte de sécurité autour des JO de Paris, vous faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé lors d'autres événements sportifs, quelles attaques ils ont eues, combien, pourquoi, par qui, quelle typologie d'attaque, etc. On fera un petit focus sur les collectivités, bien évidemment, quoi ils vont être concernés, pourquoi, comment. Et après, on va faire un tour, notamment Nicolas nous fera une explication sur les solutions qui vous permettront de vous protéger de ces différentes attaques, donc notamment les solutions S5 de sécurisation de l'infrastructure, de sécurisation des applications et de sécurisation des accès. On fera une petite ouverture forcément sur le marché cybersécurité réseau de l'UGAP, auquel vous pourrez retrouver toutes ces solutions qui vous seront présentées. Une petite conclusion, et après un moment d'échange avec vous, vous pourrez nous poser toutes vos questions. Vous pourrez poser vos questions à nos deux experts qui sont présents autour de cette table. Je vais laisser Xavier prendre la parole pour nous faire un petit rétrospectif sur les derniers jeux qui sont déroulés et quelles ont été les conséquences en termes de cybersécurité. Très bien. Oui, alors donc on commence par un petit florilège de ce qui a pu se passer dans des événements sportifs précédents. Alors on n'est pas encore sur des Jeux Olympiques, même si vous voyez dans le titre des exemples, on est quand même sur des gros événements internationaux, même si le dernier est également du Jeux Olympiques, mais cette fois-ci d'hiver. Alors, on est déjà en 2002 en Chine sur les Jeux Olympiques de Beijing. Et là, on a déjà à noter des tentatives d'attaque, de cyberattaque pour cet événement sportif, alors qui pourtant se déroulait en Chine. Alors, on pourrait se dire certaines choses. Mais là, on voit clairement que c'est des entreprises plutôt étrangères qui se situaient autour de cet événement, qui ont subi donc cette attaque nommée Shady Rat, qui était donc le but de les infiltrer avec le principe de Trojan pour arriver à s'infiltrer à l'intérieur de ces entités pour pouvoir voler des données et profiter de l'occasion de ces jeux pour pouvoir faire ce type d'intrusion. Ensuite, il y a eu la Coupe du Monde de football au Brésil qui là aussi a subi tout un panel d'attaques. Alors là, on était plutôt sur un autre profil d'attaque. Le premier, c'était plutôt clairement un État qui essayait de s'incruster dans des organisations internationales. Là, on est plutôt sur des groupes de type activistes qui voulaient gâcher la fête. Et là, qui se sont attaqués directement aux sponsors de cette Coupe du Monde, aux fédérations de foot, à la justice, à la partie police. Donc clairement, voilà, c'est les profils typiques que ciblent les activistes pour pouvoir revendiquer une cause, pouvoir critiquer peut-être tout l'argent qui est mis dans ce type d'événements, avec les sponsors, montrer les dépenses irraisonnées qu'il y a autour de ces événements-là. Donc là, la technique utilisée, c'était plutôt du DDoS, qui va permettre de saturer des services, saturer des sites web, saturer des applications, pour pouvoir montrer qu'on peut gâcher la fête de ce type-là. Et puis alors, un peu plus récemment, et on va arriver enfin aux Jeux Olympiques, mais là, on est sur les Jeux Olympiques d'hiver qui se sont déroulés en Corée en 2018, où là aussi, on voit un nouveau type d'attaque. Alors, à chaque fois, ils ont des petits noms. Sur le Brésil, c'était OP Hacking Cup, qui était leur opération, le projet de déstabilisation de l'événement. Et là, on a carrément Olympic Destroyer, donc le nom parle de lui-même.
c'était vraiment de gâcher en profondeur la fête, où là, directement, les cybercriminels ont attaqué les PC, les réseaux Wi-Fi, les serveurs. Le but, c'était de vraiment bloquer le déroulement des épreuves dans les stades, de aussi bloquer les télétransmissions, donc la retransmission, vraiment que l'événement soit gâché, que l'image de ces Jeux Olympiques et du pays hôte, qui était donc la Corée du Sud, je ne me trompe pas, et soit ternie par cette attaque-là. Et donc, donc là, on était sur des techniques de type malware avec donc des systèmes pour infiltrer les équipements et les pourrir. On s'est même allé jusqu'à bloquer les remontées mécaniques. Donc, vous voyez jusqu'où ça peut aller dans le sabotage. Ça montrait ou c'était maquillé pour faire croire que c'était la Corée du Nord qui attaquait, mais après analyse, après post-mortem, on a eu des doutes sur le fait que c'était peut-être la Russie qui était derrière. Donc quand même des profils d'attaquants, là aussi étatiques, on y reviendra, qui sont derrière ces événements sportifs. Donc tout ça, c'est pour se mettre un petit peu en projection de ce qui pourrait arriver, évidemment, dans ces Jeux Olympiques à Paris en 2024. Alors justement, si on focalise vraiment sur les Jeux Olympiques et au niveau du volume d'attaque, eh bien là, la courbe qui peut être tracée est assez parlante, même on dirait qu'elle est clairement exponentielle, puisque vous voyez, à Londres, on était à moins de 500 millions d'attaques. Rio, ça a déjà atteint les 500 millions. Et là, Tokyo, en 2021, donc il y a 4 ans, c'était déjà à plus de 4 milliards d'attaques qui ont visé les Jeux Olympiques à Tokyo. Donc Tokyo, là aussi, pays qui peut être la cible de bon nombre de cybercriminels de tout profil. Et on va en reparler juste derrière. Et donc, dans les projections de Paris, on estime que ça pourrait être multiplié jusqu'à 20, ce volume-là. Donc, vous pouvez faire le calcul, 4,4 milliards multiplié par 20, de 10 à 20. Ça, c'est des valeurs qui sont... sur 10 ans que ça a été multiplié par 20. Pour Paris, c'est jusqu'à 10 que ce sera multiplié. Ça, c'est les chiffres que l'organisateur lui-même de Paris anticipe. L'ANSSI aussi confirme ces volumes-là. Donc, on serait largement plus de 10 milliards. Si on fait les calculs, même en théorie, ça pourrait monter jusqu'à 40 milliards d'incidents de sécurité qui pourraient être à gérer pendant Paris 2020. Donc, vous voyez l'explosion exponentielle de ces nombres d'attaques. Donc, on va en reparler au niveau de ces types d'attaques et surtout comment s'en protéger. Juste derrière, on parle des profils. Je reviens dessus, je l'ai un petit peu évoqué. Donc, j'ai parlé des activistes qui donc sont des acteurs criminels vis-à-vis de ces événements sportifs et notamment les JO. Donc, eux, c'est pour revendiquer leur cause, se mettre en visibilité, avoir un message politique. Donc, ils vont utiliser le DDoS, ils vont essayer de rentrer dans des systèmes, rentrer dans des sites web aussi pour pouvoir mettre leur message sur le site web. Donc ça, on va revenir derrière parce que ça va être un fort enjeu de protéger les sites web là où on met du contenu qui va être fortement challengé pour être détourné, défacé, comme on dit dans le milieu. On a parlé des États, ça c'était les exemples que l'on citait juste avant. Donc c'est vrai que cette cybercriminalité étatique, elle vise en permanence donc, de État vers État. On connaît un peu les types de profils qui attaquent le monde occident. Là aussi, les Jeux Olympiques, c'est une bonne vitrine pour eux pour aller montrer qu'ils peuvent attaquer ce monde, le monde qu'ils visent. Et donc là aussi, ils vont déclencher tous leurs mécanismes au type DDoS, mais surtout d'intrusion, de ransomware ou d'attaques qui vont pouvoir paralyser le système et montrer que le pays hôte n'est pas en capacité d'assurer l'événement sportif mondial vu par tout le monde et donc de ternir au maximum son image et par rebond le gouvernement qui le gère. Mais il ne faut pas oublier également un autre profil qui, eux, travaillent tous les jours pour leur petit business, qui est donc les cybercriminels, les cartels, qui, eux, sont là pour faire de l'argent. Ils sont là pour faire de l'argent et qui vont aussi être opportunistes. Alors eux, ils vont peut-être pas forcément être les moins indiscrets, ils vont travailler dans l'ombre. Ils vont surtout profiter un peu du détournement peut-être des yeux de la surveillance classique que l'on peut avoir. Et c'est là où on va y revenir. C'est pas forcément ceux qui sont au cœur de l'événement qui vont être attaqués. Ils vont être ciblés donc par ces cybercriminels qui ont donc comme motivation de se faire de l'argent et qui vont déployer leurs attaques classiques, principalement aussi du ransomware ou du DDoS pour faire du chantage et essayer de récupérer de la donnée à revendre ou de la rançon
derrière. Voilà, donc globalement, déjà, premier message, ces Jeux olympiques vont être convergence de bon nombre d'attaquants qui vont penser en priorité à attaquer la France pendant la période des Jeux olympiques, parce que ça va être les yeux vont être tournés dessus, et ça va être une bonne moyen de faire soit de la pub pour leur message, soit de focaliser leur business de cybercriminalité. Merci Xavier. Je prends la suite pour faire un petit focus du coup sur les collectivités, notamment sur le secteur public. Là, on a vu effectivement, comme l'a bien expliqué Xavier, que les cyberattaques ça vont être extrêmement démultipliées, et notamment pour les collectivités et pour toutes les entités publiques. On voit ici ce que vous avez à l'écran, c'est un sondage qui a été fait auprès des collectivités de moins de 25 000 habitants. Et en fait, on explique quelles sont les différentes typologies de cyberattaques et quelles sont les principales conséquences de ces attaques sur les collectivités. Tout ça, c'est pour vous expliquer que pendant les JO, les cyberattaquants ne vont pas réinventer la roue, vont reprendre les attaques qui fonctionnent, et vous les voyez ici à l'écran. On est quand même principalement sur de l'hameçonnage, sur du phishing. On est quand même à 46%. Je rappelle, c'est sur les collectivités de moins de 25 000 habitants. Donc c'est assez énorme, et c'est vraiment une typologie d'attaque où il va falloir savoir s'en protéger et s'en défendre. On a également du téléchargement de virus à 17%, donc qui est un peu moins imposant. De la consultation de sites internet vérolés. Des typologies moins présentes, qui est les failles non corrigées, les clés USB non compromises et les défauts de configuration des matériels. Et aussi, une stat qui est très importante qu'on voit à l'écran, c'est les 37% de collectivités de moins de 25 000 habitants qui ne savent pas expliquer les causes de ces attaques. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, c'est soit une nouvelle typologie, une complexification de ces attaques, soit finalement, on peut observer un manque de formation, ou en tout cas parfois de compétences sur le sujet de cyber-résilience finalement de ces collectivités. Et on voit en dessous, donc dans l'histogramme juste en dessous, les conséquences de ces cyberattaques, donc notamment de cet hameçonnage, le téléchargement de virus, etc. On est principalement sur l'interruption des activités et des services, chose qui est extrêmement importante, notamment dans le cadre d'une année exceptionnelle comme les JO. Vous allez être dans tous les cas impacté, que ce soit de manière directe ou indirecte, par ces événements. Vous pouvez avoir de la destruction de données, de la perte financière, du vol de données, de l'atteinte à l'image. Alors ça, c'est ce qu'on va aussi beaucoup voir quand il y aura de la défiguration de sites internet avec des revendications sur un site institutionnel. Voilà, pour le coup, on est pile poil dedans dans de l'atteinte à l'image. Et on remarque aussi 27% d'autres conséquences. C'est-à-dire que c'est pas du tout une liste exhaustive. Ça évolue tous les jours. Donc, on va en découvrir malheureusement tous les jours en fonction des attaques. Là, ce qu'on va vous présenter, c'est des échanges qu'on a eus en fait lors du Salon des maires 2023 avec des collectivités. On a entendu de leur part, et c'est un discours qu'on retrouve assez souvent, c'est que les collectivités ne se sentent pas en fait concernées par les cyberattaques parce que c'est des entités un peu trop petites, des entités pas très visibles. Ils se sentent entre guillemets à l'abri parce qu'ils se considèrent pas en tout cas comme cible des cyberattaquants. Sauf que dans le cadre des JO, les cyberattaquants, ils vont vraiment avoir une volonté déjà de déstabiliser tout le pays, donc toute la France, donc forcément toutes les entités, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, et aussi ternir l'image. Et ça passe vraiment par l'attaque de tout type d'entité, que ce soit une petite collectivité, qu'une grande, qu'un grand site étatique, ou peu importe. On a 3 exemples de petites collectivités qui peuvent se faire attaquer. En quoi elles peuvent se faire attaquer. Après, Xavier complétera avec des exemples un peu plus concrets, mais ce qu'on voit souvent, c'est que déjà, ça peut être une erreur. Un cyberattaquant peut vous attaquer en pensant que c'est quelqu'un d'autre parce que il n'est pas français, c'est un cyberattaquant étranger, il voit le drapeau français sur votre site. Il ne sait pas que c'est la mairie d'une petite ville de 10 000 habitants. C'est de la formation aussi. Les cybercriminels, ils veulent se faire la main sur des entités un peu plus petites qui se protègent un peu moins, forcément. Et du coup, ils se font la main sur ces petites typologies-là. Et il y a aussi cette notion de défi. On voit de plus en plus de concours à celui qui pirate le plus. Donc forcément, ils foncent sur les petites entités, encore une fois, qui n'ont pas des systèmes de protection
ultra performants. Xavier, il me semble que tu peux approfondir avec des exemples concrets. Oui, voilà, je voudrais essayer de matérialiser encore un peu plus peut-être ce qui pourrait se passer ou dans la tête des cybercriminels, comment ils pourraient essayer de choisir leur cible, justement. Alors évidemment, donc, si je me concentre sur les collectivités, on peut imaginer que les villes qui vont organiser des épreuves, parce qu'il n'y a pas qu'à Paris que tout va se dérouler, on en a même jusqu'à Tahiti, d'après ce que j'ai compris, mais bon, même dans le sud de la France, voilà. Donc il y a beaucoup de villes qui vont organiser des épreuves, donc forcément, le cybercriminel, il va regarder les news, il va regarder le programme, et donc il va pouvoir dire, tiens, je vais attaquer telle ou telle ville. Donc il pourra aussi attaquer un peu les villes qui sont autour, parce que son objectif, ça va être de déstabiliser peut-être tout le département, donc il va essayer de tourner autour, il va utiliser Google Maps pour trouver des cibles autour, et puis comme tu le dis Guilhem, il va essayer de trouver des cibles peut-être moins bien protégées que la grande ville qui, elle, va bien se préparer parce qu'elle sait qu'elle va être la cible. Donc son but, ça va être donc de rayonner autour des villes organisatrices. Alors on peut même extrapoler ces messages en autant parce qu'il y aura une forte mobilisation policière qui vont être concentrées autour des épreuves. Et donc, certaines régions vont peut-être être un peu dépeuplées aussi au niveau de la présence policière ou de gendarmerie. Et donc là aussi, ça peut être une tactique de se dire je vais attaquer à côté en disant qu'ils seront moins éveillés ou moins préparés, moins organisés à l'instant T pendant le déroulement des épreuves dans la grande ville d'à côté. On peut aussi, alors on parle beaucoup des villes, mais on peut aussi parler de la partie médicale des JO, puisque ça aussi, ça fait partie de l'analyse de risque qui a été faite par l'organisateur, les organisations et l'ANSSI. Il s'imagine que, en rebond, lorsqu'il y a un événement sportif, il y a forcément tout un système médical d'assistance s'il y avait une crise médicale pendant une épreuve. Donc, ils vont essayer de viser les hôpitaux autour. Il y en a plus de, je crois que c'est 210 qui ont été déjà identifiés par l'ANSSI en demandant particulièrement de rehausser et de se préparer justement à des cyberattaques. Mais ça peut être aussi tout ce qui est système de transport de malades ou peut-être même petit établissement de santé qui se situe autour de ces villes organisatrices qui vont peut-être être une bonne idée à cibler. Alors, je suis un peu cynique, je suis désolé, mais c'est une bonne idée à cibler pour pouvoir, là aussi, par rebond, s'il y avait un événement sanitaire, de pouvoir, là aussi, maximiser. Donc, désolé encore un peu de cette attitude, de maximiser l'impact. Alors, il se dit aussi, on parlait des sites web, de pouvoir aussi donner de la mauvaise information sur le site web, s'ils arrivent à prendre la main sur un site web d'une collectivité, de pouvoir y mettre un mauvais message, pas simplement la revendication de leur présence, mais de mettre un mauvais message qui pourrait créer des mouvements de panique. Typiquement, l'épreuve est annulée ou des choses comme ça, ce qui permettrait, par rebond, on essaye de trouver des bonnes idées, quand on est cybercriminel, par rebond, pouvoir, des mouvements de panique pourraient créer des émeutes ou des mouvements de panique qui pourraient, par découlement, arriver à proposer un problème médical. Et si on a attaqué la partie médicale, vous voyez un peu les jeux en 3 bandes que l'on peut imaginer. Donc la désinformation, cibler le médical, il y a aussi toute la partie accueil des touristes et des journalistes. Les journalistes, c'est eux qui vont porter l'événement. Donc si on peut aussi viser l'endroit où ils seront hébergés, les Wi-Fi qu'ils vont utiliser, on va pouvoir aussi un peu bloquer la communication qui peuvent remonter, la partie accueil des touristes ou l'accueil des visiteurs de l'événement. Donc là aussi, beaucoup de zones d'hébergement vont s'étendre autour des grandes villes organisatrices. Donc ça peut très vite couvrir une grosse partie du territoire, là aussi pour gâcher la fête. Et puis après, dans certaines collectivités, lorsqu'on veut aussi déstabiliser l'organisation, on peut se retrouver avec des villes qui sont déjà très avancées du point de vue ville connectée, et donc pouvoir à distance attaquer le système électrique, le système de distribution de l'eau, voire même de la clim dans certains bâtiments. Si on peut les couper, les saboter, ça peut être pas mal, surtout que l'épreuve va avoir lieu en plein mois d'été. Donc il peut y avoir intéressé à viser ces infrastructures-là. Bon, pour résumer, puis pour passer un peu, pour faire la transition avec les solutions de protection ensuite qu'on va vous proposer, on peut considérer que ça va être les sites web qui vont être la première porte d'entrée de ces cybercriminels pendant les JO. Ils vont regarder le programme comme tout le monde, ils vont regarder les villes, ils vont regarder, comme tu le disais Guilhem, tout ce qui possède un drapeau français sur sa page web, sur son site, en se disant, si j'attaque ça, je sais que j'ai une chance de toucher la partie Jeux Olympiques. Donc ça va être le premier point d'entrée. Pour les attaques un peu plus réfléchies, ils vont essayer de viser les systèmes de prise de contrôle du système d'information, donc l'accès à distance, tout ce qui est télé-maintenance, télé-administration. Il y a des choses qui sont ouvertes à Internet, forcément, dans les collectivités. Donc, ça va être ce qui va être scanné
pouvoir rentrer et de pouvoir accéder aux infrastructures pour pouvoir les bloquer, les saboter. Ça va être le deuxième point. Et puis, ne pas oublier aussi, peut-être on peut citer la messagerie, comme tu le citais, Guilhem, la messagerie qui va être forcément utilisée pour faire du phishing, qui est encore la grosse technique pour pouvoir voler un mot de passe d'une personne pas vigilante à ce moment-là. Donc, ça va être ce genre de point d'entrée qui va se faire particulièrement surveiller. Et donc, on va vous apporter quelques réponses techniques juste après. Tout cela, on a notre vision, nous, d'experts en cybersécurité, mais on a également, on peut passer à la plan suivant, on a aussi l'ANSSI qui travaille beaucoup sur ces sujets-là et qui diffuse des guides, et ça va être justement sur cette base que on va vous dérouler la suite des solutions que l'on vous propose. L'ANSSI qui est là pour faire la sensibilisation, la structuration, de la prise de conscience également, parce qu'il y a pas mal d'informations que je récupère de leur communiqué. Et donc, on voulait mettre en avant particulièrement 2 guides qu'ils diffusent et mettre à jour régulièrement, et dont un spécial pour les JO. Et je vais laisser Nicolas vous les évoquer et enchaîner sur sa partie. Merci. Merci Xavier. Donc effectivement, la suite de la présentation en fait va s'attacher à essayer d'extraire les informations pertinentes de ce fameux guide de recommandations qu'a édité l'ANSSI dans le cadre des JO, et de voir comment on peut, avec F5, en fait, mettre en place une partie de ces recommandations. Alors bien sûr, on ne va pas couvrir l'intégralité. On sait très bien que la sécurité, c'est plusieurs solutions qui travaillent de concert. On va vous présenter ce que F5 sait faire pour couvrir un certain nombre de choses. Alors, les 2 premières recommandations, c'est un peu du bon sens, mais c'est toujours mieux en disant, c'est de restreindre en fait la surface d'attaque. C'est-à-dire, vous avez un certain nombre de services à connecter, à publier sur Internet. Alors, il y a des applications web, on a parlé de la messagerie, on peut parler des systèmes de VPN, on peut parler de tout un tas de choses. Aujourd'hui, on est dans un monde hyper connecté, il faut que vos services soient accessibles depuis l'extérieur, donc il faut les publier sur Internet. Mais les publier sur Internet, ça ne veut pas dire à chaque service, je crée une nouvelle adresse IP, je crée un point d'accès supplémentaire. On va essayer d'un petit peu de restreindre ça. Et puis, ces points d'accès, une fois qu'ils vont être publiés, ils vont être visibles sur Internet, donc potentiellement cible d'attaque. Et une attaque, on en a parlé tout à l'heure, Xavier l'a expliqué un petit peu dans l'historique des derniers événements sportifs, une attaque qui est là depuis longtemps, mais qui revient à la mode, qui ne se démode jamais d'ailleurs, c'est l'attaque par délit de service. Donc, je rappelle rapidement le principe, on va chercher à saturer les ressources, soit serveurs, soit réseaux, des équipements qui sont exposés sur Internet pour les rendre inopérants et donc casser l'accès au service et le rendre indisponible. Alors avec F5, comment vous allez pouvoir faire ça? On va utiliser une brique qui s'appelle le LTM, pour ceux qui connaissent déjà, Local Traffic Manager, qui est notre répartiteur de charge. C'est un équipement qui vient se positionner en général derrière des pare-feux, une ou deux barrières de pare-feu qui, eux, vont s'assurer de la partie sécurité réseau pure. Et ensuite, cette brique, en fait, fonctionne comme un reverse proxy, c'est-à-dire qu'elle va prendre les requêtes et les demandes de connexion des utilisateurs et ensuite les redistribuer sur le ou les serveurs aptes à délivrer le contenu demandé. L'un des gros intérêts de ce système, c'est que du coup, n'est exposé sur Internet et n'est connecté, est joint en premier le reverse proxy, et non pas vos applications, et non pas votre serveur web, et non pas tout ce qui va tout ce qui va être derrière. Et un des intérêts de faire ça, c'est que l'équipement ne fait pas tourner, lui, de serveur web, donc il n'est pas vulnérable aux failles Apache, aux failles des différentes technologies. Il traite vraiment du flux réseau, il ne traite pas du flux applicatif. Et ça va être aussi le point d'entrée pour toute la partie chiffrement. On sait aujourd'hui que quand on publie une application, elle est chiffrée avec des protocoles SSL, TLS, HTTPS, je ne rentre pas dans le détail. C'est très compliqué d'avoir un niveau de chiffrement cohérent sur plusieurs serveurs, parce qu'on utilise des technologies différentes, donc ça veut dire que c'est des systèmes de patch différents, c'est des vulnérabilités différentes, donc c'est assez compliqué. Je pense que vos équipes le vivent au jour le jour, maintenir à un niveau de sécurité correct à un parc applicatif, ça peut s'avérer très compliqué. Là, l'intérêt, c'est que la partie chiffrement n'est gérée que sur cet équipement. Et donc, on va pouvoir mettre en place des protocoles de chiffrement assez stricts, avec un haut niveau de sécurité, même si derrière, l'application est peut-être un peu vieille, ou n'est pas patchée, ou ne peut pas être patchée parce que les technologies qui sont trop anciennes. Et c'est l'équipement qui va s'assurer, en fait, de faire la passerelle entre le monde extérieur et le monde intérieur. Donc ça va être un premier moyen pour vraiment cacher, finalement,
comment est créée votre infrastructure applicative, de quoi elle est constituée. Et le seul point d'entrée, ce sera ce fameux reverse proxy qui va en plus derrière pour assurer les fonctions de continuité de fonctionnement, être capable de faire de la répartition de charges sur plusieurs serveurs, de s'assurer que, par exemple, vous êtes en train de faire une maintenance applicative sur un serveur, ou vous êtes en train de le patcher, il est en train de redémarrer, ben, je ne lui envoie plus de requêtes, l'équipement va s'adresser à d'autres serveurs qui peuvent aussi distribuer ce contenu. Donc tout ce qui va se passer finalement à l'intérieur de votre infrastructure va être masqué vis-à-vis de l'extérieur. Cette fonction de répartition de charge, elle peut être complétée par ce qu'on appelle la répartition de charge géographique, Global Load Balancing. Le principe, c'est quoi? Vous avez une première salle ou un premier data center dans lequel vous avez votre infrastructure nominale, primaire, et vous allez peut-être avoir un plan de secours, une infrastructure de secours, dans le cas d'un PRA PCA, plan de recouvrement de continuité d'activité. Ce PRA, en général, ça dépend des moyens, ça peut être une image exacte du site primaire, ça peut être une image un peu dégradée, il y aura peut-être moins de machines, elles sont peut-être moins puissantes, il n'y aura peut-être pas tous les applicatifs, mais il y aura les applicatifs les plus sensibles. Et ce système va être capable de dire, j'ai un désastre majeur sur mon site primaire, lien d'accès Internet coupé, compromission accès physique, panne d'électricité, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, panne de clim, on en parlait tout à l'heure. Et bien je vais rediriger les utilisateurs en fait sur le site de secours, et au moins mes applications les plus critiques ou les plus visibles vont continuer à fonctionner, peut-être dans un mode un peu dégradé, mais en tout cas elles sont toujours joignables et les services fondamentaux seront toujours joignables. Donc on s'appuie pour ça sur le protocole DNS. Je ne rentre pas dans le détail de la technique, je serais très heureux d'en discuter avec vous si vous êtes intéressés. Mais voilà, c'est ça le principe. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de sites de secours qui sont créés sur des environnements partagés de type cloud. Pourquoi? Parce que c'est compliqué d'avoir un deuxième data center, ça coûte cher de monter une deuxième salle. C'est assez facile de démarrer quelques VM sur un hébergeur qui soit, français ou pas, c'est pas le sujet. Mais voilà, c'est facile d'allumer 2-3 VM pour continuer à ce que, je ne sais pas, moi, un site portail, moi, un site pour gérer des inscriptions, des réservations, je ne sais pas quoi, puisse continuer à tourner. Et dans ces cas-là, notre service va rediriger les utilisateurs sur cette infrastructure de secours. Un petit focus particulier sur la partie DDoS avant d'expliquer comment on peut les contrer. Historiquement, le DDoS, c'était une attaque vraiment purement réseau. On envoyait beaucoup de trafic via différentes techniques de DNS, de paquets mal formés. Enfin, il y a tout un arsenal pour faire ça, et qui visait en fait à saturer les ressources et notamment les liens internes. Petit à petit, on voit qu'en fait les attaques se complexifient, c'est-à-dire qu'on n'est plus juste sur du volumétrique, ce que vous voyez en violet foncé, mais on va partir plutôt sur des attaques multivectorielles, c'est-à-dire on va tester différentes choses et on va attaquer plusieurs ressources en même temps. On va continuer de faire un petit peu de volumétrique, mais peut-être que maintenant on va chercher à saturer les ressources du serveur qui porte l'application. Donc ça peut être en lui envoyant énormément de requêtes HTTP, HTTPS. Sur les dernières attaques qu'on a vu passer, notamment sur des plateformes étatiques, il y a quelque chose qui est très à la mode, c'est la renégociation SSL. C'est-à-dire qu'en fait, on envoie plein de demandes de connexion SSL, ça fait énormément travailler les équipements parce que c'est du chiffrement coûteux en calcul. On en envoie plein, on les termine jamais, donc elles restent en attente, et au bout d'un moment, l'équipement en fait se retrouve avec la CPU à 100% et n'est plus capable de répondre aux requêtes légitimes. On peut cibler aussi des attaques sur des failles connues, on peut générer des attaques sur des mécanismes réseau, des mécanismes applicatifs. Donc en fait, ces attaques, elles vont se complexifier, et ce qui fait que les protections traditionnelles, par exemple, qui ne ciblaient que le volumétrique avec des systèmes de seuil qu'on dépasse, ne sont plus forcément adaptées, parce qu'une attaque par renégociation SSL, c'est pas forcément très volumineux en bande passante, en quantité de données échangées, mais par contre, ça a un énorme impact. Donc l'idée, c'est d'avoir une protection DDoS qui cible toutes les couches, le niveau 3 et le niveau 4 pour la partie réseau, et le niveau 7 pour la partie applicative. Donc sur la protection réseau, il y a pas mal de choses qui peuvent être mises en place. Chez F5, on s'appuie sur un système à base d'apprentissage, c'est-à-dire que le système que vous allez déployer, soit chez vous, soit sur une plateforme externe, va faire en fait du profiling, c'est-à-dire que va repérer ce qu'est l'utilisation classique de vos ressources et va faire en fait une ligne de vitesse de croisière, voilà, un profil standard. Et quand on va commencer à avoir des variations par rapport à ce profil sur le type de trafic qui est envoyé, mais aussi sur les volumes qui sont échangés, on va commencer à inspecter. Et bien sûr, si on repère un attaquant, commencer à bloquer pour vous renvoyer ensuite du trafic, entre guillemets, propre vers votre infrastructure. On se base aussi sur une base de réputation d'adresse IP. On sait qu'il y a des IP, il y a des localisations qui sont très utilisées
pour générer ce type d'attaque. On va pouvoir aussi commencer à faire du ménage sur cette partie-là. Ça, c'est des choses qui sont assez standards. Là où il y a vraiment une spécialité côté F5, c'est la protection applicative. L'ensemble des solutions F5 aujourd'hui, même, sont des solutions d'infrastructure, réseau et sécurité, ont quand même pour objectif de rendre des services aux applications que vous publiez. C'est cette fameuse protection applicative. Vérifier, par exemple, comment sont envoyées les demandes de négociation SSL. On sait qu'une attaque, ça utilise des paramètres SSL qui ne sont pas forcément standards ou qui sont toujours les mêmes. Donc on va commencer à bloquer ce type de demande et surtout à ne pas y répondre si c'est l'équipement qui gère la partie chiffrement. Et puis au-delà de la partie chiffrement, on va regarder aussi la quantité de requêtes et le type de requête qui est envoyé. C'est pas normal qu'un même utilisateur vienne requêter en permanence la même URL qui fait des requêtes dans une base de données. Ça, c'est le meilleur moyen de saturer un serveur web. Vous le faites travailler pour rien, puis vous le faites travailler en permanence. On va commencer à détecter ce type de requête et de dire que ça, c'est pas légitime que ce soit toujours le même utilisateur ou plein d'utilisateurs qui viennent toujours demander la même URL avec les mêmes paramètres. C'est pas logique, on va bloquer. Et puis, toujours dans cette logique de protection, cette fois-ci, du réseau, venir compléter. C'est bien de protéger une infrastructure, c'est bien de le faire dans le data center, mais si le lien d'accès Internet qui est devant est saturé, ça ne sert plus à rien, parce que de toute façon, votre data center, il est plus joignable. Donc l'idée, ça va être en fait d'externaliser cette solution pour la faire porter sur une infrastructure qui n'est pas la vôtre, et pour que le trafic soit filtré en amont, pour qu'ensuite ce trafic propre soit renvoyé chez vous. Et donc ça, c'est des choses qu'on fait avec une autre solution de SaaS qui s'appelle Distributed Cloud, qui permet en fait de filtrer en amont le trafic et ensuite de vous le renvoyer sur votre data center. Donc là, on est sur des choses qui sont très réseau, réduire la surface d'attaque et contrer les attaques DDoS. Deuxième groupe de recommandations, ça concerne l'accès, l'accès sécurisé à vos applications et le maintien en conditions opérationnelles et surtout le maintien en conditions de sécurité. Alors, la première recommandation, finalement, on a commencé à le voir. On ne donne jamais accès à une application directement, on met toujours, bien sûr, un pare-feu, mais on met surtout une passerelle d'accès, ce qu'on appelle un proxy ou un reverse proxy, pour faire le relais entre l'extérieur et les applications. Ça, c'est la première recommandation. On a commencé à le voir, on va compléter là avec des mécanismes un peu plus poussés. Le maintien en conditions opérationnelles, le maintien en conditions de sécurité, alors ce sont des politiques, il n'y a pas de solution, ce n'est pas que des solutions techniques, c'est surtout des bonnes pratiques et de l'organisation. F5 va pouvoir juste vous faciliter la tâche, on va voir comment, en vous laissant du temps pour réaliser ces opérations de maintien en conditions de sécurité. Concrètement, comment on le fait? En utilisant ce qu'on appelle un Web Application Firewall, donc firewall applicatif web. Donc là, on fait vraiment un focus sur les applications web. Son travail, ça va être en fait de filtrer les requêtes HTTP, HTTPS en général, qui sont à destination de vos applications. Alors, comment il le fait? Déjà, il va s'assurer que la requête ne cible pas une vulnérabilité, parce que vous avez une vieille version d'Apache, une vieille version de 2IS ou un autre serveur web. On a une liste des vulnérabilités qui sont connues sur cette version, vous n'avez pas eu le temps de patcher, ou c'est pas vous qui gérez, c'est un tiers mainteneur qui fait le patching. Enfin, il y a toujours plein de raisons. Et donc, il va bloquer en fait ces attaques en disant ça cible quelque chose de connu, je vais le bloquer. C'est ce qu'on appelle le virtual patching. Ça va vous donner en plus de la visibilité sur ce qui se passe. Si vous vous rappelez le graphe que vous avez montré Guillaume tout à l'heure, on avait eu, je crois, une grosse trentaine de collectivités territoriales de moins de 25 000 habitants qui ne savaient pas dire ce qui s'était passé. Qu'est-ce que c'était l'attaque? Ça va vous donner de la visibilité parce que le WAF, lui, il va enregistrer tout ce qui se passe. Il va le stocker, il va éventuellement l'exporter vers un outil d'analyse de log ou vers votre SOC pour vous donner de la visibilité et savoir réellement ce qui se passe. Et c'est cette partie virtual patching, en fait, qui va vous donner le temps derrière de mettre à jour vos serveurs applicatifs. Le WAF, il bloque. Il faut toujours mettre à jour vos applications, ça c'est une obligation, mais il faut avoir le temps de le faire. Et le fait de savoir que c'est bloqué en amont derrière et d'avoir de la visibilité sur ce qui se passe, ça va vous donner des informations pour savoir ce qu'il faut patcher, est-ce que c'est réellement ciblé et attaqué, et vous donner le temps de le faire puisqu'en attendant c'est bloqué. Ensuite, on va lutter contre tout ce qui est trafic automatisé. On a parlé du DDoS. Pour générer du DDoS, en fait, les attaquants utilisent des automates. Voilà, donc ce sont des bouts de programmes qui sont déployés sur plein de machines et qui génèrent du trafic. Mais pour générer aussi des attaques ciblées, cette fois-ci, donc pas des dénis de service, mais des attaques qui vont exploiter, qui sont très précises et qui ciblent un comportement de l'application ou une faille du serveur web, on utilise aussi des automates. Hein. C'est pas une armée de mecs à capuche derrière leur PC qui font des attaques. Tout ça, c'est programmé. Et ce type d'automate, de bot ou de robot, ça se repère par des signatures, parce qu'il y a des robots et des bots qui sont très connus, mais ça se repère aussi par du comportemental. Donc on va observer en fait la manière dont l'utilisateur se comporte sur l'application.
Et si on détecte quelque chose de louche, on va le mettre de côté, le bloquer, et bien sûr pour le remonter. Et puis la protection contre les attaques par déni de service, j'en ai déjà beaucoup parlé, donc je ne reviens pas. La particularité du WAF, c'est que lui va vraiment cibler cette partie. DDoS applicatif, le volume de requêtes envoyées, la variation par rapport à la normale, les paramètres associés à cette requête, est-ce que c'est toujours les mêmes, et ainsi de suite. On va même aller jusqu'à créer ce qu'on appelle les signatures dynamiques, c'est-à-dire que côté F5, on a une cellule de veille et on sait, il y a différentes techniques de renseignement, qu'une campagne d'attaque est en cours, par exemple, contre, j'en sais rien, les hôpitaux, pour reprendre un exemple assez classique. Et c'est toujours la même attaque. Ils ciblent tous le même système, la même faille. Et donc, on va créer une signature, on va la distribuer à tous les WAF F5 pour que vous soyez protégés contre une attaque qui est en cours cette fois-ci et non pas une faille qui a été découverte il y a un certain temps. Dernier groupe de recommandations, là aussi c'est du bon sens, mais c'est toujours bien de le dire, c'est aucune interface d'administration exposée directement sur Internet, que ce soit les interfaces d'administration de vos équipements de sécurité ou de réseau, mais aussi de vos serveurs ou de vos applications. Et puis pour accéder à ces interfaces d'administration, il faut, dans la mesure du possible, avoir un poste d'administration dédié et durci. Alors avec l'avènement du télétravail, le poste d'administration dédié, c'est un peu compliqué. Par contre, rien n'empêche que le poste du télémainteneur soit durci, et surtout, il va falloir contrôler qu'il est réellement durci avant de lui donner accès à ce fameux réseau d'administration. Donc pour ça, on va utiliser un autre module F5 qui s'appelle APM, Access Policy Manager, qui est une passerelle de VPN SSL. Donc le principe, c'est quoi? Là aussi, on va cacher en fait l'accès à vos applications. Alors ça peut être le réseau d'administration, mais ça peut être aussi tout simplement des applications internes que vos collaborateurs utilisent. On va cacher ça derrière donc cette passerelle d'accès. Donc c'est la passerelle, le seul point d'entrée. Et on va créer un système de politique d'accès pour dire oui, cet utilisateur, il a le droit d'accéder à l'application, et non seulement cet utilisateur, mais ce poste a aussi le droit d'accéder à ce qu'il veut. Donc l'idée, c'est quoi? D'abord, on va simplifier l'infrastructure, un seul point d'entrée. On va pouvoir renforcer l'authentification sur ce point d'entrée, demander un login mot de passe spécifique, peut-être faire du multifacteur, peut-être utiliser un certificat client. On va pouvoir présenter les ressources auxquelles l'utilisateur a droit une fois qu'il est authentifié de manière simple. Donc, c'est du format web, on propose tout ça sur un navigateur web. Et puis, on va pouvoir faire du VPN SSL, donc monter un tunnel entre le poste et la passerelle. Ensuite, l'utilisateur est taxé en fonction de ses droits. Donc, on va s'appuyer sur un annuaire qui liste les droits des utilisateurs, l'appartenance à un groupe Windows, par exemple, mais aussi en fonction de son poste. Mais peut-être qu'il aura accès, si il est dans le groupe des administrateurs et qu'il utilise un poste avec un antivirus à jour reconnu comme appartenant à l'entité parce que possédant un certificat de machine, enfin il y a tout un tas de critères, là je lui donne accès à tout. Le même utilisateur qui se connecte depuis un poste qui n'appartient pas cette fois-ci à l'administration ou à l'entité, je vais lui donner accès à des ressources qui sont moins critiques. Et il n'aura pas accès au réseau d'administration parce que je ne connais pas le poste avec lequel il se connecte et je ne connais pas son niveau de sécurité. Voilà, donc ça illustre ce que je disais. L'application finance, non, là tu n'y as pas accès, même si tu es un utilisateur légitime et que normalement tu y as accès, tu te connectes depuis un poste qu'on ne connaît pas, je ne te donne pas accès à la finance, voire je donne accès à rien du tout, ce qui est encore le plus sécuritaire. Donc, l'idée c'est quoi? C'est d'aller s'attaquer à des choses qui commencent à devenir la norme. Aujourd'hui, ça viendrait à l'idée de personne de créer une infrastructure d'hébergement d'applications et de ne pas mettre un firewall devant. Au moins un, peut-être deux. Et en fait, on est vraiment dans cette même logique. Aujourd'hui, publier une application web, la rendre accessible à Internet, puisque une fois qu'elle est sur Internet, n'importe qui peut y accéder. Il va falloir en fait renforcer son niveau de sécurité, la protéger contre tout un tas de types d'attaques. Alors, on en a parlé quelques-unes, je vous en ai mis d'autres. L'idée, c'est pas de rentrer dans chacune, mais il y a plein aujourd'hui d'attaques qui utilisent plusieurs protocoles et plein de techniques pour venir en fait attaquer vos applications. Et n'oublions pas une chose, une application, c'est une porte d'entrée vers les données qui sont derrière. La raison d'être d'une application, c'est bien d'exposer et de manipuler les données. Alors, elles peuvent être statiques pour un site institutionnel, donc pas vraiment de criticité derrière. Elles peuvent être beaucoup plus critiques. Ça peut être des numéros de téléphone, ça peut être des adresses mail, ça peut être des données propres à vos métiers et à vos activités. Et ces données, elles ne doivent pas sortir n'importe comment sur Internet. Guilhem, je te laisse me parler de cybersécurité. Ouais, merci Nicolas. Je vois qu'il y a plusieurs questions dans le chat, on les traitera juste après la petite présentation du marché. Donc, je voulais vous présenter rapidement l'offre cybersécurité globale de l'UGAP.
En fait, à l'UGAP, vous allez retrouver une offre 360 de cybersécurité au travers de 3 marchés différents. Donc, vous avez un marché plus focus prestation de services. Donc, c'est le marché de prestation de sécurité des systèmes d'information. Donc, vous y retrouverez des audits, des tests d'intrusion, de l'accompagnement à la rédaction de politiques de sécurité, etc. Donc, ça, c'est la partie plus service prestation. Vous avez une partie plus logiciel. Donc, c'est au travers du marché multi-éditeur. C'est un marché qui référence des éditeurs de logiciels. Et parmi ceux-ci, il y en a beaucoup qui font de la cybersécurité. Donc, notamment F5 fait partie de ce marché également à multi-éditeur. Et enfin, vous avez le marché de cybersécurité réseau, donc qui nous intéresse aujourd'hui, où on est plus sur du matériel avec des prestations associées, donc dont le titulaire est SFR Business. Et vous retrouvez au travers de ce marché plusieurs typologies, plusieurs segments technologiques de produits. Donc, c'est ce qu'on voit actuellement à l'écran. Donc, on propose du firewall, on propose de l'ACR, l'analyse comportementale, de l'EDR, du NAC, etc. Et il y a trois segments technologiques où S5 est présent, donc qui peuvent proposer leur solution de reverse proxy, de load balancer et de VPN SSL. Donc, ça reprend un peu ce que vient de nous montrer Nicolas. Et en complément de tous ces matériels qu'on peut vous proposer au travers de ce marché, on a également des prestations ponctuelles et des prestations de longue durée. Donc, on a du support logiciel, de la GTR, de l'échange standard, etc. Et on a également des prestations de SOC orchestrées par SFR, donc c'est le Next Gen SOC, en complément de l'achat de matériel. Xavier, si tu veux en dire quelques mots sur le SOC SFR. Oui, voilà, c'est lorsque l'on veut vraiment pousser plus loin la surveillance globale de son système d'information. C'est très bien d'avoir plein de briques de protection, de les maintenir, de les gérer, de gérer la configuration et leur vie pendant leur fonction. Mais aujourd'hui, on doit avoir aussi ce système de surveillance qui va s'inspirer, qui va s'alimenter justement de toutes ces briques de protection pour pouvoir détecter, par partir de signaux faibles, des intrusions qui auraient pu passer la brique de protection, mais qui va pouvoir se faire rattraper le fait de faire des corrélations. Donc, c'est le principe d'un SOC. Et donc, on propose, dans le cadre du marché, notre approche un peu disruptive de faire un SOC avec cette approche next-gen pour pouvoir donc exploiter au maximum tous vos équipements de sécurité pour faire cette surveillance et cette remédiation également, puisqu'il a cette capacité de pouvoir agir lorsqu'il a détecté quelque chose. Donc, c'est aujourd'hui indispensable d'avoir ce niveau de surveillance, surtout lorsque vos équipes ne sont pas en capacité de pouvoir l'assurer 24 heures sur 24, par exemple. Et du coup, je te propose qu'on prenne. Il y a une question justement sur ça, on peut la prendre tout de suite vu qu'on est dedans. Est-ce que le SOC SFR, il impose son matériel? Alors, le SOC SFR, il a effectivement une base minimum qui est de mettre en place un EDR ou un XDR. Voilà, ça va être sa fonction principale. Ensuite, il va pouvoir s'interfacer avec d'autres solutions de cybersécurité. Ça peut être un reverse proxy qui peut lui donner plein d'informations. Ça peut être des firewalls. Ça peut être, et ça lui permet aussi d'agir, le reverse proxy, justement, dès qu'on détecte qu'il y a un compte qui est compromis ou la connexion VPN SSL, par exemple, dès qu'il va détecter qu'un compte est compromis, eh bien, il va pouvoir dire à la brique VPN SSL, tu interdis ce compte de se connecter parce que il est considéré comme perdu. Voilà. Et donc après, on résout le problème calmement et on remet les choses d'équerre. Donc oui, il y a un minimum l'EDR. Et dans le cadre du marché, si je ne me trompe pas, il faut que ce soit vendu avec, que soit une brique de matériel soit vendue. Ça, c'est spécifique au marché UGAP. Une brique de matériel soit souscrite pour pouvoir activer la possibilité de monter au niveau Next-Gen SOC. Tout à fait. Et du coup, si le minimum est un EDR, on propose de l'EDR également au marché, de l'EDR Cyber Reason. Donc voilà pour le petit focus sur le marché cybersécurité réseau. Ce qui serait intéressant. Alors avant que je parle davantage, je vais juste parler comment accéder à ce marché cybersécurité réseau. Donc c'est assez simple. La première étape, c'est contacter votre interlocuteur UGAP, donc un membre de notre réseau commercial UGAP. Donc là, je vois qu'il y en a plusieurs qui sont présents dans ce webinaire, donc vous pouvez vous manifester dans le chat si vous voulez. Mais en tout cas, si vous avez déjà un interlocuteur UGAP, c'est parfait. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous rendre sur la page de présentation de l'offre sur ugap.fr. Alors normalement, je peux vous mettre le lien. Si je fais promouvoir sur scène, voilà.
Là, je vous ai mis le lien pour accéder à la page de présentation de l'offre et vous verrez dans cette page-là, en bas, il y a un formulaire de contact où vous allez pouvoir justement décrire votre besoin et contacter un interlocuteur UGAP. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la qualification de vos besoins. Donc c'est notamment avec SFR, avec les équipes SFR, où ils vont cadrer avec vous la manière la plus précise votre besoin pour comprendre comment vous accompagner, quel type de matériel dont vous avez besoin. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la réunion de qualification. À la suite de cette réunion, donc, on va vous faire une proposition commerciale, donc un devis accompagné d'un mémoire technique. Si ça vous va, si vous validez tous les éléments, on peut passer à la contractualisation. Donc on va enregistrer, on va recevoir la commande, on va l'enregistrer et on va envoyer un ordre de service à SFR pour le début de votre projet. Donc voilà, c'est comme ça qu'on commande à l'UGAP. Et quels sont les avantages du coup de passer par l'UGAP, hein? Il y a les avantages spécifiques au marché et des avantages globaux à l'UGAP. Déjà, le premier gros avantage, c'est la dispense d'appel d'offres. En passant par l'UGAP, vous n'avez pas besoin de monter vous-même de procédure d'appel d'offres. Tous les marchés l'UGAP, en fait, sont déjà les résultats d'appel d'offres, de mise en concurrence, de publicité, etc. Donc ça vous libère énormément déjà de temps. C'est-à-dire que vous n'avez pas une ressource dédiée à la rédaction, au montage de cet appel d'offres. Ça vous, du coup, économise de l'argent parce que cette ressource, il faut la payer. Et aussi des ressources. Cette personne qui ne monte pas cet appel d'offres peut travailler sur autre chose pendant ce temps-là. L'autre avantage de l'UGAP, c'est la sécurité juridique. Donc, c'est de par son modèle exécuté qui est assez unique en France et même en Europe et qui nous différencie de la concurrence. En fait, le risque juridique, il est porté par l'UGAP et non pas par le client parce que c'est un modèle exécuté. C'est l'UGAP qui exécute ce marché. Donc, c'est-à-dire que s'il y a une erreur dans le marché, le risque juridique, il est pour nous. Mais bon, on valide et on bétonne tellement nos marchés publics qu'il n'y a pas de souci, il n'y a jamais de risque juridique pour le coup. Un autre avantage de l'UGAP, c'est une énorme implantation territoriale. En fait, on est présent sur l'ensemble du territoire. On a 25 implantations en France. Donc, c'est-à-dire que où que vous soyez en France, vous allez toujours avoir un commercial UGAP qui sera pas loin de chez vous, qui pourra répondre à vos questions et vous accompagner dans vos projets. L'UGAP, donc c'est aussi un délai raccourci entre l'expression de besoin et le début des prestations, c'est ce qu'on constate. C'est plus rapide à passer par ce vecteur contractuel. Encore plus si on compare à quand vous montez vous-même un appel d'offres. Là, c'est limite même pas comparable. Et plus relatif au marché, donc l'UGAP, le marché cybersécurité réseau, c'est 9 éditeurs, dont F5, qui sont vraiment experts, qui ont été choisis pour leur expertise sur les différents segments technologiques qu'on a montré juste avant. Et c'est aussi, forcément, c'est le principe d'une centrale d'achat. C'est des prix prénégociés qui vont vous permettre d'avoir accès à des tarifs vraiment avantageux. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on a terminé la présentation. Je vois qu'il y a plusieurs questions dans le chat. Je vous propose qu'on y réponde avant de se laisser. La première question que je vois, c'est quelles sont les recommandations en termes de priorisation? C'est ce que tu disais au début, Nicolas. Est-ce qu'il faut protéger en premier la messagerie, les sites web, les équipements frontaux? Est-ce qu'il y a des priorités? Alors, peut-être pour éviter la réponse partisane, je vais la laisser à Xavier. Alors, moi, Non, mais en 2 mots, je pense que le graphe que tu as montré montre où est la priorité sur le résultat du sondage sur les collectivités de moins 25 000 habitants. Mais je laisse Xavier compléter. Ils ont avec l'hameçonnage, donc la messagerie, on va le dire comme ça. Ouais, exactement. Effectivement, c'est parce que alors ça sort beaucoup dans ce sondage parce que c'est encore la technique gratuite, je dirais. Moi, je l'explique comme ça, gratuite pour les cybercriminels parce qu'envoyer des mails, ça coûte rien, surtout si on a un réseau de robots sous le coude. On peut facilement envoyer des milliers de mails et il y en a bien quelques petits pourcents qui finira par marcher. Donc, effectivement, la messagerie, c'est crucial aujourd'hui puisque c'est tellement simple de faire du phishing dessus. Mais encore une fois, je répondrai un petit peu encore différemment. Je dirais que c'est en fonction de votre analyse de risque. C'est ça qu'il faut regarder. Il faut voir votre activité. Si vous êtes une collectivité qui n'a absolument pas du tout de messagerie, je ne sais pas pour quelle raison, mais ça pourrait être le cas. Vous utilisez très peu la messagerie parce que vous êtes peut-être sur un réseau différent, un réseau social personnel, je ne sais pas. Donc du coup, la messagerie, c'est pas forcément votre priorité pour vous. Donc il faut passer par une analyse de risque. Alors vous pouvez vous la faire vous-même. Après, il y a des prestations pour. Vous pouvez demander à des experts de faire cette analyse, faire de l'analyse de risque
Dans le cadre des JO aussi, parce qu'il y a l'analyse de tous les jours, de risques de tous les jours, mais les risques aussi dans un événement qui pourrait vous toucher fortement, c'est le thème d'aujourd'hui. Donc l'analyse de risque va vous dire, voilà, ce qui est le plus important chez vous, le plus critique, qu'il faut absolument sécuriser en priorité. Et donc là, vous aurez votre hiérarchie qui va être déterminée. Et donc si tout votre, alors c'est pas business, mais si toute votre activité se base sur votre site web principal, eh bien c'est ça qu'il faut prioriser. Si c'est surtout les accès à distance, eh bien c'est plutôt ça qu'il faudra faire en premier. Si vous êtes plutôt une collectivité qui a une activité d'infrastructure, c'est plutôt ça qu'il va falloir prioriser. Donc vraiment, c'est l'analyse de risque. C'est prendre un peu de recul. Je sais que le temps manque, mais prendre clairement le recul, va faire la simulation de qu'est-ce qui est le plus important et de prioriser du coup la protection dessus. Mais encore une fois, il faudrait tout protéger en théorie, protéger toute sa surface d'attaque, comme nous, on aime bien vous le rappeler. Mais voilà. Mais c'est le risque qui va driver les premiers choix. C'est très clair. Question suivante, avec l'augmentation de ces attaques, est-ce qu'il y a une limitation sur les procédures et protocoles de sécurité? Autrement dit, existe-t-il des vulnérabilités qui n'ont pas été corrigées ou résolues par les fournisseurs de sécurité? Alors là, je dirais que malheureusement, oui, parce que c'est le jeu du chat et de la souris, des vulnérabilités, il en sort en permanence. Est-ce qu'il y a des vulnérabilités connues qui n'ont pas encore été corrigées? C'est possible, même si aujourd'hui, tous les fournisseurs s'attachent à patcher le plus vite possible. C'est vraiment un sujet, pour moi, c'est un sujet sans fin. Les applications se complexifient, les applications maintenant discutent entre elles. On voit apparaître des nouveaux formats d'applications à base d'API, à base de containers, à base de microservices. Les développeurs, aujourd'hui, quand ils développent une application, eux aussi manquent de temps. On parlait d'analyse de sécurité, il faut du temps pour faire ça, mais quand on développe, il faut aussi rendre dans les temps. Donc parfois, les développeurs ont tendance à réutiliser des composants qu'ils trouvent sur Internet, des librairies, des choses qui sont déjà faites, ce qui leur permet de gagner énormément de temps. Par contre, est-ce qu'elles ont été développées dans les règles de l'art et est-ce qu'elles ne contiennent pas elles-mêmes des vulnérabilités? Ça, il faudrait faire un scan de vulnérabilité ou une analyse de vulnérabilité avant d'utiliser ce composant. On a rarement le temps de le faire. Donc oui, il y a toujours le risque est toujours là et c'est bien pour ça que il faut mettre en place ce type de solution parce que les applications évoluent et avec le temps, effectivement, il y a toujours ce risque de créer des nouvelles vulnérabilités. Et tu le disais tout à l'heure, Nicolas, même si la vulnérabilité est diffusée, encore le temps, il faut avoir le temps de la passer, donc de la patcher. Donc oui, quand vous interrogez un éditeur, Microsoft, il va vous dire oui, moi les patchs, je les ai donnés en temps et en heure. Parfois, il les donne. Alors ça aussi, c'est l'intérêt pouvoir avoir des solutions mises en maintenance par des personnes certifiées, puisque ils ont accès aux patchs avant qu'ils soient rendus publics. Vous savez qu'il y a des bulletins de publication avec les CVE qui sont diffusés. Eh bien, lorsque vous êtes reconnu chez un éditeur particulier, il vous donne en avance les patchs. Donc, on peut être en amont de la publication. Parce que dès qu'ils sont publics, évidemment, ça intéresse les pirates qui vont immédiatement se jeter dessus pour essayer de l'exploiter. Mais encore une fois, ça, c'est dans la théorie où vous les passez l'heure, la seconde où elles sont publiées. Donc, c'est intéressant, comme tu l'expliquais, Nicolas, d'avoir des systèmes qui sont plus rapides que vos administrateurs et qui peuvent garder, vous assurer pendant la fenêtre où vous allez pouvoir appliquer le patch, vous gardez quand même en sécurité en travaillant avec ce système de virtual patching. Question suivante pour toi, Nicolas. Est-ce que le WAF de F5 fait de la vérification de certificat SSL? Alors, si on parle de certificat client, la réponse est oui. C'est-à-dire qu'on peut valider un certificat client présenté par un utilisateur avant de lui donner accès. Donc, c'est une forme d'authentification. Lui-même va porter les certificats serveur aussi, puisque c'est lui qui va être le point de terminaison SSL, donc il va se faire passer pour votre serveur, donc c'est lui aussi qui a le certificat SSL. Alors là, il ne le vérifie pas particulièrement, c'est à vous de l'implanter dessus et de le formater correctement. Mais si je comprends bien la question, je pense qu'on parle de certificat SSL client, donc la réponse est oui, c'est une fonctionnalité qui est incluse. Ok, top, merci. Question suivante. APM, parle-t-on de Privilege Access Management? Si oui, quid de la traçabilité des actions d'administration technique? Alors, APM n'est pas un bastion d'administration. C'est-à-dire que ce n'est pas une solution qui va permettre de se connecter, d'authentifier, et à partir de là, de lancer des commandes d'administration sur d'autres équipements. Lui, il s'occupe vraiment de cette partie connectivité, donc en montant un VPN, par exemple, ou en donnant accès à une interface web, par exemple, d'administration. Donc, il pourrait être le relais entre le
système de privilege access management et un poste utilisateur, mais en aucun cas, lui, il assure ses fonctions. Ce sont d'autres solutions qui sont des purs bastions d'administration. Merci. La dernière question, bon, on y a déjà répondu, mais on peut le redire. Le SOC SFR impostille son matériel, donc à minima un EDR, disponible au marché cybersécurité réseau de l'UGAP, si vous le souhaitez, et en complément de l'achat de matériel. Ce sont les règles du marché. Ah, nouvelle question. Oui. Les API sont de plus en plus ouvertes sur Internet. Est-ce que F5 sait répondre à ce type d'attaque? Alors oui, de deux manières. La première, si tu peux revenir sur la partie WAF, s'il te plaît, Guilhem. Dans les fonctions du WAF, même si ce n'était pas listé ici, on a des fonctions qui sont des fonctions de séparation de sécurité qui sont spécifiques aux API, et notamment la capacité en fait de mettre sur le boîtier le fichier de définition de la structure de l'API, appelé aussi Swagger File pour les initiés. Donc en fait, ce fichier dit comment est structurée l'API, et donc du coup donne une indication au WAF en disant voilà ce qui est un point d'entrée légitime sur l'API, et un point d'entrée, et puis si ça sort de ça, c'est un point d'entrée illégitime, c'est quelqu'un qui essaye de tester quelque chose ou de chercher quelque chose qui n'existe pas, et donc on va le bloquer. Ça, c'est une première manière de faire. Et une autre manière, c'est dans la partie SaaS, dont j'ai parlé tout à l'heure, Distributed Cloud. Le SaaS aujourd'hui, dans ce SaaS, vous avez ce qu'on appelle les solutions WAP, Web Application and API Protection. Donc là aussi, on va retrouver des choses qui sont spécifiques aux API, notamment la découverte des API, parce que ce fameux fichier de définition, on ne l'a pas forcément. Ça peut être développé par un tiers, cette API. Et donc, en fait, là, avec des moteurs de machine learning, la solution va apprendre, en fait, comment l'API est utilisée, va vous faire ce fameux graphe, va vous faire cette construction. Vous allez pouvoir dire, ça c'est légitime, ça l'est pas. Ça, en fait, c'était une version bêta, on l'utilise plus, il faut la supprimer. Ça, c'est la V1, maintenant on utilise la V2, donc ça aussi, on supprime. Et va pouvoir, en plus, bien sûr, bloquer après, une fois que cette définition est faite et validée, va pouvoir ensuite bloquer les requêtes qui sont à destination de choses qui n'ont pas lieu d'être. On va aussi réutiliser les fonctionnalités de lutte contre les bots. S'il n'y a pas de raison, si cette API n'est pas destinée à être utilisée par des automates, on va pouvoir les bloquer. Et puis bien sûr toute la partie applicatif, faire du rate limiting par exemple sur l'utilisation d'une API pour pas venir saturer les ressources des serveurs qui portent ensuite ces API. Ok, merci Nicolas, c'est très très clair. Je ne vois plus de questions. En tout cas, n'hésitez pas, pour ceux qui sont encore connectés, de poser vos questions. Nos experts sont là pour y répondre. En attendant, je vais vous publier un sondage pour voir si en fait vous êtes intéressé par tout ce qu'on vous a proposé. C'est juste oui, non. Ça nous intéresserait que vous nous y répondiez. Je vois dans le chat, merci pour la présentation. De rien. Donc voilà, s'il n'y a plus de questions, je vous propose qu'on se quitte. Vous allez recevoir le lien du replay dans tous les cas juste à la suite, là, dès la clôture de cet événement. Et sur ce, on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Et encore merci de nous avoir écoutés pendant cette heure. Et merci messieurs, merci Nicolas, merci Xavier pour vos expertises. Merci et à très merci bientôt. À toi et merci à tout le monde pour votre présence. À bientôt. Au revoir, à très bientôt. Au revoir.